Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va un petit peu parler des Jeux Olympiques et notamment de la finale qui s'est déroulée hier soir entre la France et les États-Unis. Bon, on va évidemment se focaliser sur la France, revenir sur ce match et même un peu plus largement sur l'ensemble du tournoi. Donc pour commencer, je vous propose en fait d'abord qu'on revienne à presque un peu plus d'un mois, lorsque la France a débuté sa prépa. Donc, il y a eu 6 matchs, si je ne me trompe pas, de préparation pour les Bleus. Un premier contre la Turquie qui s'est déroulé sans accroc. On leur a mis 50 points dans la bouche. Voilà, un deuxième contre l'Allemagne. Allemagne qu'on a rencontré au JO. Donc, c'était un match plutôt important déjà pour le deuxième match de prépa, mais l'Allemagne n'était pas au complet. Donc, on les a également battus assez largement. On leur a mis 30 points. Donc franchement, là, après ces deux premiers matchs de prépa, moi je m'étais dit, mais putain, c'est quoi cette équipe? On va être trop fort. Et puis, troisième match de prépa, déjà, je me pose des questions. Quand je vois ce qu'on fait contre l'Allemagne, puisque du coup on a joué 2 matchs de suite contre l'Allemagne. Allemagne cette fois-ci au complet, avec notamment Franz et Maurice Wagner qui n'étaient pas là au premier match, qui étaient là au deuxième, qui nous ont fait très mal dans cette prépa, et on se retrouve à perdre de pas grand-chose, je ne sais plus exactement, mais on va dire 5-6 points. Donc voilà, enfin, bon après ça reste un match de prépa, donc on va dire que les questions que je me posais n'étaient pas trop non plus négatives, mais voilà. Et ensuite, match contre la Serbie, quatrième match de prépa, là pour le coup, plus compliqué. Victor Wembanyama, qui d'ailleurs n'était pas là au match 2 contre l'Allemagne, était de retour de Covid, parce qu'il a eu le Covid pendant la prépa. Et du coup, il a fait un petit match, et la France avait également fait un petit match contre la Serbie. Un match assez décevant, on s'était fait bien niquer par Nikola Jokic, qui avait fait vraiment un sale match, je me rappelle. À l'intérieur, on avait eu beaucoup de mal. Ensuite, on a un autre match de prépa contre le Canada. Également, on se fait bien tamponner. Franchement, on perd une nouvelle fois. Voilà, Shai nous fait du Shai. Les Bleus ne sont pas organisés en défense. Le Canada vraiment nous ouvre avec un jeu placé très propre. Et donc la France se fait ouvrir en défense. Et ensuite, dernier match de prépa contre l'Australie. Un match plus abouti, mais on finit par perdre au buzzer sur une action de merde. Enfin bref. Donc la prépa n'était vraiment pas convaincante. On se retrouve avec un bilan donc, de 2 victoires contre 2 équipes faibles et de 4 défaites dès que les équipes sont un petit peu organisées et que les équipes sont censées être fortes. Donc voilà, quand on aborde ces JO, on n'est pas forcément dans la plus grande déconfiance. Franchement, moi, je me posais beaucoup de questions. Le premier match ne me rassure pas des masses, on va dire, puisqu'on va jouer contre le Brésil. Brésil, match que l'on va gagner. Attendez, je cherche le score. Voilà, qu'on va gagner 78-66, donc correct, mais sans plus. Franchement, je pense que une équipe de France vraiment en forme peut facilement en mettre 30 au Brésil et peut même aller chercher, je pense, la barre des 100 points, franchement. Mais voilà, premier match des JO, on n'en tient pas forcément rigueur. On se dit que non, ça va le faire. De toute façon, c'est le premier match, ils sont un petit peu en train de juger. Ils vont pas non plus cramer tous les titulaires incontestables. Voilà, l'équipe tourne encore. Mais c'est vrai que déjà, on voit des phases où la France est en difficulté, la défense n'est pas bien placée. Vincent Collet, ses choix de coaching sont très douteux. Mais voilà, premier match, pas de question. Ensuite, deuxième match contre le Japon, que l'on va gagner également, mais je souffle quand j'y repense. Quand j'y repense, franchement, victoire 94-90, mais dans la douleur. C'était nul, quel match de merde, putain. Franchement, je pense que c'est notre pire match
Le pire match non, non, parce qu'il y a le match contre l'Allemagne après. Non, c'est même pas notre pire match. Et pourtant, qu'est-ce qu'il était moche. On se lance dans un match d'attaque avec les Japonais, alors que les Japonais, eux, ils veulent que ça, puisque les Japonais n'ont pas le talent pour mettre en place un jeu posé en attaque face à la défense de l'équipe de France. Leur objectif, c'est de jouer vite, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On joue vite aussi. Du coup, on leur donne encore d'autres occasions de jouer vite, et enfin bref. Ainsi de suite, les Japonais ont une réussite insolite à 3 points. Rui Hachimura, il nous fait mal. Il a été super fort sur ce match, absolument atroce. Et on se retrouve donc à combien? 30 secondes de la fin, même pas 20 secondes. À moins 4, 80 à 84 pour le Japon. La France dans la merde. On se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire là? Heureusement, Mathieu Strazel, alors là, il sort le shoot de sa vie, franchement. Un shoot qui m'a fait sauter de mon canapé. Il met un 3 points avec la faute en déséquilibre. Faute que l'on peut contester, mais on va pas revenir dessus. On va dire que les arbitres nous ont un petit peu avantagé sur ce coup-là, mais franchement, les interprétations sont possibles. Franchement, il y en a qui peuvent dire qu'il n'y a pas faute, et je les comprendrai comme moi je pense qu'il y a faute. Enfin bref. Donc, voilà, Mathieu Strazel, 3 points avec la faute. On revient 84 à 84. Ça part en prolongation, et finalement on gagne 94-90. Mais bon, qu'est-ce que ce fut dur. Une fois de plus, Vincent Collet, coaching de merde. Là, franchement, les critiques commencent à vraiment fuser. Et puis, on arrive dans le troisième match contre l'Allemagne, équipe la plus forte du groupe. Mais vu ce qu'on a fait avant, on se dit, là, on va prendre une rouste, quoi, vraiment. Et effectivement, on a pris une rouste. Donc, on gagne. Attendez que je retrouve le score exact, parce que on perd de 15 points. 86-91, voilà. 86-71, voilà. On perd 86-71, on se dit 15 points. Bon, voilà, c'était le dernier match. De toute façon, on était déjà qualifiés. Ils se sont peut-être relâchés. Non, on s'est juste fait enculer, voilà, je vais dire le terme, par l'Allemagne, qui est arrivé, a dit bon la France ça joue mal, nous on va bien jouer, puis on va les niquer, quoi. Donc coaching Vincent Collet, après ce match j'avais qu'une envie, c'était de lui dire de quitter le banc de l'équipe de France dès maintenant en fait, et de laisser les joueurs en auto-coaching pour le reste du tournoi, parce que je pense que ce serait mieux. Au final il s'avère que j'ai eu tort, et tant mieux. Mais franchement, après ce match-là, j'avais qu'une envie, c'était de tuer Vincent Collet. Voilà, l'équipe de France joue sans resserrer les rotations. Donc, c'est-à-dire que tous les joueurs ont du temps de jeu. Même ceux qui sont plus en difficulté, ils ont du temps de jeu. Quand il y a un joueur qui fait un bon passage, on le sort. Voilà, des choix incompréhensibles. Franchement, horrible, quoi. On perd que de 15 points, franchement, faut le dire. Parce qu'à la fin du match, l'Allemagne ouvre son banc, et donc c'est un peu plus... Enfin, il joue beaucoup plus relâché, donc nous on peut revenir un peu quand même et réduire l'écart. Mais le ressenti de ce match, c'est pas moins 15 points, c'est littéralement moins 30 points, quoi. On a l'impression... Enfin, on ne joue pas, en fait, on a l'impression d'être nul. Et c'est le cas, on a été nul sur ce match et sur toute la phase de poule de ces JO. Et donc, disons qu'on aborde les quarts de finale, enfin la phase finale de ce tournoi, franchement pas en confiance. Et heureusement, je pense que c'est le tournant de ce tournoi pour l'équipe de France. Evan Fournier, après le match contre l'Allemagne, un petit peu énervé, va dire un petit peu ce qu'il pense, et ne va pas mâcher ses mots. Il va critiquer, pas ouvertement Vincent Collet, mais on sent que c'est un petit peu pour lui quand même. Et il va dire, plus ou moins, je ne me rappelle plus de sa citation exacte, mais il va dire qu'en gros, la défense, enfin, tout miser sur la défense, comme l'a fait Vincent Collet et son staff jusque-là, c'est pas une bonne solution. Et que, effectivement, l'équipe de France est nulle en attaque, quoi. Et il dit pas que l'équipe de France est nulle en attaque, mais il dit que clairement, il n'y a pas eu assez de travail sur cet aspect-là du jeu, et que tout reposer sur la défense, c'est pas une bonne chose.
Chose qui est tout à fait valable. Euh, et l'équipe de France, effectivement, était franchement nulle en attaque jusque-là, quoi. Et bon, voilà, il y a 4 jours entre le match contre l'Allemagne et le match contre le Canada en quart de finale. On se dit que c'est mort, que le groupe, il y a une fissure dans le groupe, que de toute façon, enfin, il y a une fissure entre le groupe et le coach. Vincent Collet, en plus, le lendemain, au micro des journalistes, dit qu'il ne comprend pas la sortie d'Evan Fournier, que c'est des choses qui doivent rester dans le vestiaire. Voilà, donc on se dit, bah non, mais en fait, là, Vincent Collet, il va juste pas se remettre en question, et puis voilà, quoi, c'est mort. Et au final, heureusement, eh bien, il s'avère que, oui, Vincent Collet va redevenir un des meilleurs coachs du monde à ce moment-là. Franchement, il coach, quoi. Enfin, il coach vraiment. On se retrouve donc contre le Canada, qui était pour moi un des favoris pour ce tournoi. Une des meilleures équipes, avec une ligne extérieure des lignes extérieures très très fournies, des stars, Shai Gilgeous-Alexander. Je me dis, putain, si on joue comme ça, comme on a joué en poule, on va prendre 30 points par le Canada, et puis on va se faire martyriser. Et au final, et bien voilà, gros changement en équipe de France. On va franchement faire mal au Canada, et ça fait plaisir, quoi. On gagne ce match, pareil, j'ai plus le score exact en tête, je vous le cherche. Voilà, on gagne 82 à 73. Match super, j'ai pris tellement de plaisir dans ce match. Voilà, une défense ultra performante. Franchement, on a été trop fort en défense. C'était une défense dure, quoi. C'est un peu sale des fois même, un peu trop. Mais toujours à la limite avec les arbitres, quoi, on va dire. Enfin, à la limite, pas avec les arbitres, on n'allait pas les insulter, mais toujours à la limite, voilà, des grosses fautes. Ça jouait dur, ça se pousse. Voilà, c'est de la défense FIBA, quoi. C'est pas de la défense NBA, là, c'est pas tout mou, là. C'est de la défense FIBA, c'est rugueux, magnifique. Sur ce match, on a l'arrivée d'un homme qui jusque-là était discret, Isaïe Cordigny, qui fait du bien à l'attaque de l'équipe de France. Jusque-là, ce qui manquait beaucoup à l'équipe de France, c'était du jeu rapide, des percussions, voilà, de l'envie en attaque. On était sur un jeu stéréotypé, pas de prise de risque, rien. Isaïe Cordigny, il arrive, il fait, les gars, laissez-moi, je pose mes couilles sur la table. Il les pose et il va attaquer le cercle. Il va faire mal. Il met ses 3 points. Il a un premier quart-temps de folie. Un match qui se termine incroyablement bien, trop fort. Isaïe Cordigny, c'est peut-être le déclencheur un petit peu de la révolte française en attaque. Franchement, quel kiff. À l'intérieur, on a aussi 2 joueurs qui vont, pareil, sortir de leur boîte dans ces phases finales. Gershon Yabusele et Mathias Le Sort, 2 joueurs de d'Euroleague qui vont arriver et vont regarder les joueurs d'NBA dans les yeux et vont leur faire, les gars, nous, on joue en Europe, c'est dur aussi les mecs, donc on va vous botter le cul à l'intérieur, vous faire mal. Il n'y avait rien de facile pour les Canadiens. Franchement, Mathias Le Sort, mec, la bête, le buffle que c'est, quoi. Il enfonçait les joueurs, mais d'une facilité. Il mettait ses points. Il a provoqué un nombre incalculable de lancers francs. D'ailleurs, après, les Canadiens, enfin pas les joueurs, mais les journalistes et les gens sur Twitter, les Canadiens, pleuraient après parce qu'il y avait eu soi-disant trop de fautes pour la France. Les gars, c'est juste qu'on a joué à l'intérieur, pas vous. Et donc on a eu plus de fautes, surtout que Mathias Le Sort, il se faisait arracher à chaque action où il était sous le panier. Pareil, Gershon Yabusele trop fort, quelques 3 points, beaucoup de jeux intérieurs. Gros kiff, pareil, il m'a fait tellement plaisir. Il jouait relâché, il enfonçait les joueurs, mais pareil, comme des vulgaires, je sais pas, comme des vulgaires Lego, j'en sais rien, trouvez ce que vous voulez, mais les mecs en face, t'avais l'impression que ils étaient tout mous par rapport à Gershon. Il y avait une envie dans cette équipe de France, et Vincent Collet a resserré son banc. Donc certains joueurs n'ont pas joué, malheureusement pour eux, mais j'ai envie de dire c'est aussi ce qu'il faut faire pour gagner, c'est donner du temps de jeu à ceux qui sont bons, et puis il y en a qu'on doit laisser sur le banc parce que ils ne peuvent pas matcher forcément les joueurs en face ou qui ne sont pas en forme. Et donc il y a des joueurs, Nando De Colo, Mathieu Strazel, Bilal Koulibaly,
qui ne vont pas jouer, ou très très peu, vraiment que quelques minutes, et qui du coup sortent de la rotation, mais ça fait du bien, et la France joue beaucoup mieux comme ça, et donc on finit par battre le Canada 82-73, magnifique. Ensuite on arrive donc en demi, tout content là, moi je me dis putain mais let's go quoi, let's go, et sauf que là je me dis merde, on arrive en demi contre l'Allemagne. Allemagne qui nous a littéralement étrié au match de poule. Franchement, c'est pas bon. Ils vont arriver avec plein de confiance. L'Allemagne qui était, pour moi, favorite avec les États-Unis pour gagner ce titre. Je me dis, oh putain, ça va être dur. Et la France, les gars, qui va faire encore un match excellent, quoi. On va les battre, pareil, je me rappelle plus du score, on les bat de 4 points. Voilà, 73-69. Pareil, un match de malade mental, encore une fois. Donc, toujours les mêmes. Isaac Cordigné à la percussion, trop fort. Guerschon Yabusele, Mathias Le Sort à l'intérieur, trop fort. Evan Fournier, d'ailleurs dont j'ai pas parlé pour le match contre le Canada, mais il avait été très fort contre le Canada. Il a notamment mis un 3 points qui, on va dire, scelle notre victoire à 12 mètres du panier. Un 3 points, voilà, un peu casse-croûte, mais qui rentre et qui fait plaisir quand il rentre, putain. Donc, voilà, franchement, gros kiff ce match contre l'Allemagne, pareil. Donc, toujours les mêmes joueurs qui performent. En face, il y avait deux éléments perturbateurs, on va dire. Dennis Schroeder et Franz Wagner, qui sont les stars de cette équipe allemande, et dont on pouvait se douter de l'efficacité et du mal qu'ils pourraient nous causer. Il fallait les tenir, et on l'a fait. Franz Wagner, on l'a limité à 10 petits points. Franchement, l'Allemagne commence très bien son match. Franz Wagner en met 7. Et après, il ne veut plus mettre un point jusqu'à la dernière minute du match, où là, il nous met un 3 points sur la tête, qui nous fait un peu peur d'ailleurs. Mais donc ça veut dire qu'en gros, il a été bon dans les 5 premières minutes du match. Après, il s'est fait éteindre par l'équipe de France. Et il a juste mis un 3 points à la fin pour un petit peu rappeler quand même qui il était. Mais c'est tout, quoi. C'est tout, franchement. La défense française était sale. Pareil, les Allemands se sont plaints. On dit que l'équipe de France jouait salement. Bon, enfin, oui, mais les gars, vous étiez pas plus doux en face, hein, les gars, faut arrêter de chialer non plus. Et donc voilà, on gagne ce match. Encore une fois, ouais, Mathias Le Sort, beaucoup trop fort. Guerschon à ce moment-là, moi, je le mets clairement MVP du tournoi. Peut-être un peu trop de chauvinisme, mais je le mets quand même MVP. Et puis, bah voilà quoi, on arrive. Le seul en difficulté, qui a été même... Est-ce qu'on peut dire nul ? Non, parce qu'il apporte beaucoup en défense. Mais Victor Wembanyama a eu un match très compliqué en attaque. Il a été à 4 sur 17 au tir. Je sais plus, 1 sur 8 à 3 points, je crois. Enfin, horrible. Il a été vraiment nul en attaque, mais en défense, ouais. Il est quand même toujours là. Et en fait, Victor, même s'il n'a pas fait un bon quart et une bonne demi, en défense, il est toujours là. Et quand il y a des rebonds à prendre, bah, t'es content qu'il soit là, quoi, parce que tu sais qu'il y a son bras qui va être au-dessus de tout le monde et qui va choper la balle. Et que le seul risque qu'il la perde, c'est que quand il descend un peu la balle, il y a un mec qui vient taper. Mais en gros, tu sais que tu auras le rebond, quoi. Donc, quand il est sur le terrain, il y a très peu de rebonds offensifs qui sont laissés. Et ça, c'est vraiment un très grand avantage que prend l'équipe de France, juste grâce à Victor, quoi. Donc, voilà pour le match contre l'Allemagne. Et on arrive donc en finale. On se dit, mais putain, qu'est-ce que c'est que ce délire ? La France, qui a été nulle à chier pendant les phases de poule, se retrouve en finale de ces JO à Paris, devant son public. Et voilà. Donc là, incroyable. Le soir, après ce match, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le match États-Unis-Serbie. Un match pareil, incroyable. Je vais un peu moins en parler parce que c'est pas la France, mais match fou. Les États-Unis qui sont menés jusqu'à 15 points par la Serbie. Et puis dans le dernier quart-temps, LeBron James décide d'accélérer. Stephen Curry se dit, bon, moi, je vais lâcher le match de mon tournoi. Il a été nul. Je le dis, nul à chier, Stephen Curry, tout le long du tournoi, sauf en demi et en finale. En demi, il met, je sais plus exactement, mais
presque 30 points contre la Serbie. Il va mettre des 3 points, pareil, assassin, franchement. Quand la Serbie se fait remonter, il y a des moments, Curry, il lâche des 3 points, mais tu te dis, putain, mais quel assassin, quoi. La Serbie, en fait, c'est ça. Il grappille, enfin, le score avance petit à petit, et puis d'un coup, bam, il y a un 3 points de Curry. Et puis, les États-Unis sont plus qu'à 7 points. Oh, un 3 points de Curry. Oh, merde, il reste 3 points. Tac, et ainsi de suite. Et en fait, l'avance qu'avait la Serbie, eh bien, elle s'effondre, mais vraiment, dans le dernier quart-temps. La Serbie ne met plus un pied devant l'autre. Pareil, les États-Unis haussent le ton en défense. Et puis au final, ils gagnent. Pareil, ils gagnent de 4 points, un match ultra serré. À la fin, ils sont trop contents, les Américains. On voit bien que c'était un match, alors que jusque-là, bon, ils n'avaient pas eu trop d'adversité. On voit bien que c'est un match qui les a stressés quand même. Je pense que quand ils abordent le dernier quart-temps, Papa LeBron James, il est pas serein. Les autres, pareil. Donc franchement, ouais. Les États-Unis qui se sont fait très peur face à la Serbie de Nikola Jokic, mais qu'est-ce qu'il est fort, putain. Embiid, il a pas vu le jour en défense contre Jokic. Bon, en attaque, Embiid a fait plutôt un bon match, mais franchement, ouais. Ce match était à voir. Hein. Franchement, c'était incroyable comment la Serbie jouait pareil. Leur meneur, la Micic, qu'est-ce qu'il est fort, putain. La Serbie a eu une adresse de malade mental sur ce match. Et Micic en meneur de la Serbie, c'est fort. Hein. C'est très très fort. Donc voilà, États-Unis-France, c'est la finale qui s'annonce. Et donc voilà, on arrive à hier soir. Bon, la France n'était clairement pas favorite. Moi, j'avoue que j'avais quand même de l'espoir, franchement. Je me suis dit, mais en vrai, si on défend vraiment très bien, mais pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas. Et pendant le match, à certains moments, je me suis dit, effectivement, pourquoi pas. Bon, alors pas tout le temps, parce que, bon, la France a pas spécialement bien joué, je pense. Il y a quelques regrets à nourrir, je pense, mais ça n'enlève pas le fait que, franchement, cette équipe de France nous aura fait rêver. Et ça aurait été vraiment un grand, grand plaisir de les voir jouer. Donc, on arrive dans le premier quart-temps. Un premier quart-temps et même une première mi-temps en général très compliquée. Les États-Unis vont faire très mal sur le jeu en transition, puisqu'on va accepter un petit peu à l'image du match contre le Japon finalement. On accepte de jouer au jeu rapide. Et c'est con de faire ça en fait. Je trouve ça complètement con. Sachant que la France est très forte en défense posée, pourquoi faire du jeu rapide et donner l'occasion aux États-Unis de nous contre-attaquer? Surtout que les Américains, au contraire, en attaque placée, ils sont plus dans le mal parce que bon, ça reste des stars. Donc les mecs, s'ils n'ont pas la balle et qu'ils peuvent pas jouer pour eux, en gros, ils sont un peu en mode mais qu'est-ce qui se passe là? Comment je dois jouer, tu vois? Voilà, ça reste des Américains, ils n'ont pas le QI basket le plus élevé du monde. Ce qui fait qu'ils sont vraiment très forts, c'est leur talent individuel. Et effectivement, en première mi-temps, on voit le talent individuel, quoi. Quand KD il te lâche des tirs à mi-distance avec Rudy Gobert et Wemby sur le dos, que ça rentre, que Curry te met quelques 3 points déjà parce qu'il commence à préchauffer, tu vois. Que LeBron, il a des occasions de courir tout droit au cercle, que personne se met devant lui et qui va juste dunker comme un malade. Que Devin Booker, qui est peut-être l'un des Américains, enfin des stars américaines qui a le plus accepté de laisser son rôle de superstar qu'il a en NBA à Phoenix. Et il a accepté de laisser ce rôle de superstar pour se transformer en joueur secondaire, on va dire. Enfin, pas secondaire au point d'être sur le banc, mais secondaire dans le sens où il n'avait pas besoin de la balle pour performer. Et effectivement, Devin Booker en première mi-temps nous assassine. On va voir ensuite que dans le dernier quart-temps, c'est Curry qui nous assassine, mais en première mi-temps, celui qui fait que la France, à certains moments, on se dit « Ah, on peut peut-être remonter », et qu'au final, on fait « non, en fait, là, les États-Unis ont 10 points d'avance », c'est clairement Devin Booker, qui sur ce match va être vraiment très fort. Il va mettre 15 points, à 5 sur 12 au tir. Non, pardon. Où est-ce qu'il est ?
Tac, 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 Devin Booker. Ah voilà, voilà c'est ça. Il met 15 points, mais un 6 sur 10 au tir. Voilà, c'est ça. Donc franchement, très très fort. Il s'est mis... Voilà, il y a certaines actions, en fait, il attend juste dans le corner. Et puis, quand on lui donne la balle, bah, il dégaine, quoi. Et il nous a fait mal, très très mal. Ce qui fait que les États-Unis, à la pause, ont pas tant que ça d'avance. Voilà, ils ont 6 points d'avance parce que leur fin de première mi-temps est dégueulasse. Heureusement pour nous, ce qui nous permet de recoller à 6 points, 49, 49-43, ça doit être ça, ouais. On doit être à 49-43 à la mi-temps. Mais tu sens quand même que les États-Unis, ça peut être... que ça va être compliqué, quoi. Notre éclaircie à nous, Français, enfin nos deux éclaircies, on va dire. Parce qu'en première mi-temps, ça n'a pas été terrible quand même. Il y a eu beaucoup de ratés. Je pense notamment à Evan Fournier qui fait une première mi-temps pour moi dégueulasse. Il perd un nombre de balles assez important. Il rate beaucoup de tirs à 3 points. Notamment, il y en a un ou deux où il est ouvert. Il doit les mettre, franchement, pour un shooter de son calibre. Il doit les mettre, il ne les met pas. Pendant que de l'autre côté, au contraire, les États-Unis, ils artillent à 3 points et ça rentre. Donc ça fait mal. Evan Fournier fait pas une très bonne première mi-temps. Isaiah Cordigny, qui avait été très bon en quart et en demi, un peu le détonateur de cette équipe de France, va galérer pareil. Il a mis 0 points dans ce match. C'est dommage parce qu'il fait vraiment pas une bonne finale, mais bon, on se rappellera. Enfin, j'espère que les gens vont se rappeler quand même de ce qu'il avait fait pour nous amener jusque-là. En tout cas, merci Isaiah, c'était vraiment, tu nous as vraiment fait kiffer. Donc, même sur cette finale, moi, il m'a fait kiffer, même s'il a tout raté. Voilà. Bon, bref. Et donc, on est en galère, on met pas nos 3 points, on donne du jeu rapide aux États-Unis qui se nourrissent de ça. On se retrouve donc à parce que franchement, on peut dire que 6 points à la mi-temps. On n'est pas loin derrière. Et ça, c'est grâce à Victor Wembanyama qui, pour le coup, n'avait pas fait un bon quart ni une bonne demi-finale. Mais alors là, il arrive. Il a fait bon. Les mecs en face, je les connais bien. Ça fait un an que je joue à NBA. Franchement, je pense que je vais pouvoir les martyriser, quoi. Et effectivement, il va les martyriser. Qui est-ce qu'il voit en face? Joel Embiid. Il fait bon, Joel Embiid, mon gars, tu vas pas voir le jour. Embiid, il ne fait rien. Nul. Il met 0 points en première mi-temps. Le seul truc qu'il a fait, c'est... je sais même pas en fait. Il s'est juste assis sur une chaise et puis il a rigolé. Parce que voilà, il veut se donner un air cool ou j'en sais rien. Mais mon gars, t'es nul à chier, Joel. Franchement, arrête de te prendre pour je ne sais pas qui, mais tu n'es vraiment pas bon. Tu peux être un joueur excellent, mais franchement, quand tu joues comme ça, t'es vraiment pas bon. Victor, un mec de 20 ans, va clairement lui faire l'amour. On peut le dire. Et Victor qui va terminer avec 26 points dans ce match. 11 sur 19 au tir. Excellent. 3 sur 8 à 3 points. C'est pas une adresse de fou, mais c'est quand même une très bonne adresse quand on voit ce qu'il avait été capable de... comment il avait briqué au match précédent. Donc il s'est quand même remis un peu dedans. Il fait vraiment un très bon match. Et sa première mi-temps est excellente. Il nous fait du bien. Il nous permet quand même de rester au contact. Et un autre qui nous permet de rester au contact, c'est Guerschon Yabusele. Pour moi, c'est le MVP de ce tournoi. Le seul truc qui fait qu'il n'est pas MVP, en vrai, c'est juste qu'il y a LeBron James qui a fait un tournoi de port, effectivement. Et puis, parce que c'est plus facile aussi de donner le titre de MVP à LeBron James qu'à Guerschon Yabusele. Hein. Ça fait plus couler d'encre, on va dire. Et ça vend mieux. Donc, mais franchement, dans mon cœur, c'est Yabusele le MVP de ce tournoi. Il met 20 points sur ce match et il fait une première mi-temps à 15 points. Pareil. Déjà, il va regarder LeBron dans les yeux. Il va lui dire, LeBron, tu te crois au-dessus de tout le monde. Mon gars, je vais te ramener sur Terre. Il l'a ramené sur Terre. Il lui a mis un poster déjà légendaire, franchement. Aux États-Unis, les gens ils disent non, c'est pas un poster, c'est pas vraiment ça, parce que LeBron il va pas pour. Il va chercher la faute offensive, mais en vrai, du coup, c'est pas vraiment un poster. Les gars, c'est un poster. LeBron il est en dessous, Yabusele il monte, il éclate le cercle. C'est un poster, les mecs. Ok. Il va refaire la figure à LeBron James.
Bon, LeBron James en contrepartie, juste avant, va lui mettre un beau petit contre, voilà, faut aussi le dire. Mais Gershon, excellent. À l'intérieur, il a fait mal, quoi. Le mec, c'est pas le plus grand, mais bon, il va faire mal à tous les intérieurs. Embiid, bon, déjà qu'Embiid n'a pas beaucoup joué, mais il est pareil, il a goûté un petit peu à Gershon. Euh, Anthony Davis, il a goûté à Gershon. Bam Adebayo, il a goûté à Gershon. Et ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Donc voilà, on se retrouve à -6 à la mi-temps. Et puis, bah voilà, on revient en deuxième mi-temps. Le match repart un peu sur des mêmes bases. Mais sauf que là, la France a plus de réussite à 3 points quand même. En deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. Euh, mais bon, on va dire que la France, je pense, aurait pu essayer de hausser le ton défensivement. Il y a eu quelques très bonnes phases, effectivement, où défensivement, les États-Unis passent pas, où c'est compliqué et ils ratent leur tir. Mais il y a aussi d'autres moments où, bah, soit défensivement, on n'est pas en place et donc les États-Unis peuvent jouer leur jeu rapide et c'est mort. Ou alors, défensivement, enfin, on est en place défensivement, mais le talent offensif des États-Unis fait le travail et malgré notre volonté de bien faire, eh bien, ils parviennent à marquer. Et donc le talent offensif des États-Unis fait un petit peu tout, franchement, parce qu'en défense, les États-Unis sont prenables. Hein, c'est clairement pas les meilleurs défenseurs. On voit que, enfin, c'est des très bons défenseurs, on va dire individuellement, mais il y a clairement des moments où il y a des errements défensifs côté États-Unis et ça nous profite. Victor continue son très bon match. Gershon, pareil. Un petit peu de jeu intérieur qui marche. Quelques shoots à 3 points qui passent aussi. Et voilà, on est tout le temps là dans ce match, mais on parvient pas vraiment à passer devant. Et on arrive dans le quatrième quart-temps, on n'est pas loin. Il me semble qu'il y a 6 points d'écart, un truc comme ça. On se dit, allez, c'est possible encore une fois. On recolle effectivement à des moments. On va même revenir à un moment à -3 points. À 3 minutes de la fin, on est à 3 points. Et ce qui a pêché tout le long du match, déjà, c'est qu'on a raté beaucoup de lancers francs, faut le dire. Je sais plus à combien on est, mais on est aux alentours des 50% au lancer, ce qui est clairement nul, hein, on peut le dire. C'est dommage d'en laisser autant, franchement. Il y a clairement eu un problème sur l'ensemble de ce match au lancer franc. Ce qui fait qu'effectivement, il y a des moments où tu peux recoller et puis bah en fait, ah bah non, il y a un lancer qui est raté. Du coup, bah, au lieu d'être à -3 points, au lieu d'être à 3 points, tu te retrouves à 4. Et puis l'action d'après, bah, Curry ou Durant, ils te mettent un 3 points sur la tronche, tu te retrouves à -7. Et ce qui fait qu'au final, tu n'avances vraiment, enfin, tu ne parviens jamais à vraiment recoller. Euh, donc voilà. Un petit peu déçu de cette réussite à lancer franc qui aurait pu nous faire du bien. Également, quelques actions en contre-attaque, notamment dans les 5 dernières minutes du match, qui nous coûtent des points. On fait des interceptions, on peut jouer en contre-attaque. Et puis, bah, en fait, on ne marque pas. Soit on rate un peu le dernier geste. Je pense notamment, il y a un moment, Isaiah Cordigné qui monte au cercle et qui, pareil, foire. Je sais plus s'il y a faute, mais en fait, il se foire quand même. Il va typiquement tout ce qui a pêché dans ce match dans la même action. Contre-attaque. Isaac Cordigné va au panier, il rate son panier, mais il y a faute. On se dit, ok, ça va. Et là, Isaac Cordigné fait 0 sur 2 au lancer franc. Donc une contre-attaque qui ne donne rien finalement. Donc c'est typiquement ce genre de choses qui est dommage. Pareil, il y a un moment, Bilal Koulibaly en contre-attaque, il a la balle, il a l'appui de Rudy, 2 contre 1, je sais plus qui est le défenseur, mais voilà, ça peut jouer en 2 contre 1. Il va décider d'y aller tout seul. Très bien, en vrai, bon choix. Enfin, la donner à Rudy n'aurait pas forcément été une meilleure solution, sauf qu'il va être ultra mou dans sa prise d'appui, ce qui fait qu'il se retrouve au contact du défenseur américain, et en fait, il perd un peu l'équilibre en l'air, il rate son lay-up, et pareil, on ne marque pas. Donc voilà, des actions comme ça en contre-attaque, dommage, où tu peux te rapprocher des États-Unis, mais ça ne marche pas. Et puis on arrive dans les 3 dernières minutes, on recolle à 3 points, et là, Stephen Curry marque un premier, un deuxième, un troisième, et le dernier qui nous assassine, un quatrième, et on finit par perdre les États-Unis sur le toit du monde. Et voilà, 98-87.
grosse déception, mais une belle médaille d'argent quand même. Merci les gars, vous nous avez fait vibrer pendant ces JO. Voilà, merci les gars. Et enfin, pour terminer quand même, parler de l'ensemble, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé jusque-là, mais l'ensemble du tournoi olympique de Nicolas Batum pour pour ses derniers Jeux olympiques, il aurait été absolument excellent. En phase de poule, c'est lui qui nous permet quand même de faire un match plutôt tranquille contre le Brésil. Il va être très fort au scoring. Bon, ensuite, contre le Japon et l'Allemagne en phase de poule, on va dire comme tout le monde, il est en difficulté. Et puis ensuite, contre le Canada, certes en attaque, c'est pas lui qu'on voit le plus, c'est pas lui qui touche le plus la balle, mais pareil, il fait jamais d'erreur quand même. Et en défense, par contre, c'est lui qu'on va envoyer contre le Canada sur Shai, Gilgeous Alexander, sur Jamal Murray. C'est lui qui va faire chier, voilà, avec ses longs bras là. Il fait chier les extérieurs adverses. C'est lui qu'on envoie contre l'Allemagne sur Franz Wagner. C'est lui qu'on envoie sur Dennis Schroeder. Enfin voilà, c'est lui qu'on envoie en défense. C'est lui qui fait le taf. Et ben, c'est lui encore hier soir qu'on envoie sur les meilleurs joueurs en face. C'est lui qu'on envoie à un moment sur LeBron. C'est lui qu'on envoie sur Curry à la fin, même s'il peut rien faire. Enfin, franchement, Nico, un grand bravo, un grand merci à toi pour l'ensemble de ta carrière en équipe de France. En tout cas, c'était voilà, des super JO pour l'équipe de France. Plusieurs des joueurs un petit peu cadres qui étaient là depuis plusieurs années, voire même une dizaine d'années, dont Nicolas Batum, Nando De Colo, qui certes n'aura pas fait aura eu des JO compliqués, mais qui aura fait un match de finale incroyable. Par contre, hier, il a été vraiment très bon. Donc Nando De Colo, Andrew Albici aussi qui va partir, et Vincent Collet, que j'aurais beaucoup insulté dans mon coin là sur ces JO, mais en tout cas qui sur la phase finale m'aura quand même régalé. On risque de voir partir ces gens, enfin ce coach et ces joueurs, et en tout cas pour l'ensemble de leur œuvre. Je pense qu'on peut que les remercier. Et l'équipe de France s'est rarement aussi bien portée dans toute son histoire. Donc en tout cas, merci les gars.